OK, donc bienvenue pour cette session consacrée aux organisations produits. Je m'appelle Jean-Claude Grosjean, je suis coach Orga Produit et coach Agile. Je travaille à Paris, à Genève et à Lausanne. J'ai quelques blogs aussi. Et je me suis spécialisé depuis quelques années dans la mise en place d'organisations produits, d'où cette session aujourd'hui. Petit détour, comme à l'accoutumée, par nos sponsors. Petit détour, rapide. Et puis je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec cette étude de Forrester qui date de 2022, qui nous montre que les entreprises qui ont un niveau élevé d'alignement sur la valeur client réalisent une croissance de leur revenu 2,4 fois plus supérieure que les autres et une croissance de leur rentabilité 2 fois plus élevée. Alors, quand on parle d'obsession pour le client, c'est mettre le client au cœur depuis son leadership jusqu'à la stratégie, jusqu'à la partie opération. Donc, on est vraiment sur de l'obsession pour le client. Étude de Forrester donc réalisée en 2022, plutôt sur un large panel d'entreprises au niveau mondial. De grosses sociétés, grosses structures, grosses entreprises. Donc, pas forcément les entreprises avec qui je travaille. Donc, c'est des entreprises qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais on y reviendra ensuite. Du côté de mes clients, là, c'est plus, on est plus concret, on est plus dans le monde francophone, encore une fois, en France et en Suisse. Mes clients qui, encore une fois, mettent en place une orga produit, réalisent ou montrent ces quatre bénéfices principaux. Un, une amélioration notable de la satisfaction client, jusqu'à 40%. Quand même assez élevé. Deuxième élément, deuxième gros bénéfice pour avoir mis en place une démarche orientée produit, une amélioration de la satisfaction des équipes, des collaborateurs, qui va se traduire par moins de turnover, par exemple. Troisième élément, une amélioration des délais de mise en marché, donc le time to market amélioré. Et au-delà de ça, une fréquence plus élevée de mise en production. Donc là, encore une fois, véritable bénéfice dans un marché ultra concurrentiel, où l'objectif, c'est de livrer de la valeur aux clients au plus tôt. Enfin, quatrième bénéfice, quatrième gros intérêt de cette approche chez mes clients, encore une fois, là, je ne parle que de mes clients, c'est une amélioration, une augmentation de la capacité d'innovation. Les équipes travaillent sur les bonnes choses, elles passent moins de temps sur les activités de maintenance, elles peuvent se consacrer vraiment à des choses beaucoup plus innovantes, beaucoup plus intéressantes pour, encore une fois, pour le métier, pour l'entreprise. Donc, 4 bénéfices, tout ça grâce aux orgas produits. Signe intéressant aussi quand on interviewe les équipes, les managers, les leaders, qui ont basculé à leur échelle, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une division, vers le mode produit. Finalement, très peu veulent revenir en arrière. Ce qui prouve aussi l'efficacité de la chose, y compris chez les équipes. Le hic, parce qu'il y a toujours un hic, c'est que, alors d'une part, ce que je vous mets sur le slide, passer dans une organisation produit, ça ne s'improvise pas, ça prend du temps. Deuxième élément important, je vous parlais de l'étude de Forrester. Ce que je ne vous dis pas, c'est que 70%, donc les chiffres là, en gros ce chiffre-là, d'augmentation des revenus et d'intérêt, de bénéfices incontestables en termes de rentabilité, va concerner simplement 3% du panel des entreprises qu'ils ont interviewées. 3%. Donc, on a vraiment de la marge. Et l'étude Forrester, encore une fois, que vous pouvez trouver, révèle aussi que 70% des initiatives menées par ces entreprises pour améliorer, pour aller vers l'obsession du client, échouent. 70% échouent. Donc, encore une fois, il y a du boulot et c'est un petit peu l'intérêt de cette session aujourd'hui. Vous êtes dans la bonne salle, vous êtes au bon endroit et vous n'êtes pas chez mon ami Greg Hutchins à côté pour parler less. Très intéressant d'ailleurs, less. Au demeurant. Vous êtes dans la bonne salle si vous êtes curieux et vous voulez en savoir plus sur l'approche produit. Curiosité, simple curiosité. Je vous invite à lever la main si vous êtes concerné. Ok, donc curiosité, vous voulez en savoir plus. Grosse majorité, c'est bon signe. Deuxième point, peut-être un stade un peu plus avancé en termes de maturité. Ok, vous avez déjà pensé, vous avez déjà un petit peu creusé la question, vous avez envie de vous lancer maintenant. Et vous cherchez quelques clés. Donc, il y a deux petites voix. Oui, je vous ai vu au fond. Soyez pas timide, allons-y. Ouais, donc pas mal de gens aussi. Quelques personnes, beaucoup moins, mais bon. Et évidemment, troisième population potentielle. Vous avez mis en place des choses
Oui, 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 quelques-uns aussi. Et vous cherchez éventuellement à vous perfectionner ou améliorer un petit peu cette situation. La logique d'une orga produit, c'est qu'on est sans cesse à améliorer le système. Donc c'est tout à fait sain que vous soyez ici. OK. Normalement, on devrait répondre à l'ensemble de vos enjeux. Mes objectifs personnels pour cette session, j'en ai 3, qui correspondent plus ou moins à ce qu'on a vu avant. Hein. 1, démystifier le concept d'orga produit. On parle beaucoup d'orga produit depuis quelques années. En revanche, voilà, mettre des définitions ne serait-ce que sur le produit, ce n'est pas toujours simple. Donc moi, l'objectif aussi de cette session, c'est que vous repartiez déjà avec des concepts, une maîtrise de ces concepts-là. Qu'est-ce qu'une organisation produit, avec une définition, des éléments de définition, alors qui sont évidemment ma définition. Maintenant, après, elle s'appuie aussi sur du terrain et sur de la théorie. Vous proposez aussi des clés immédiates que vous pourrez utiliser au plus vite, donc pour ceux qui sont dans cette logique aussi déjà de mise en place ou de lancement, par exemple. Et puis, dernière petite attente de mon côté, vous voir sortir de cette salle avec l'impression d'avoir appris quelque chose. C'est mieux, quand même. Petit détour pour ceux qui ne me connaissent pas, forcément, vous dire un petit peu d'où je viens. Je vais faire assez rapide. Voilà, c'était vraiment quand j'ai démarré. Voilà, moi, j'ai un background plutôt en psychologie des organisations. Donc, mon point de départ, c'était vraiment l'organisation, l'ergonomie logicielle, la partie produit et l'organisation. J'ai fait pas mal de conseils, notamment au Luxembourg, sur cette partie orga. J'ai enchaîné avec beaucoup de produits. Donc, pendant 3, 4, 5 ans, j'étais vraiment très centré sur le produit, notamment sur la recherche utilisateur. Cette partie-là, mon quotidien, c'était de faire passer des tests utilisateurs auprès d'échantillons de 10, 12 personnes dans des laboratoires ou dans la situation réelle. Donc mon focus, durant toute cette période-là, c'était la recherche utilisateur avec le produit et l'utilisateur au cœur. Puis, les années suivantes, j'ai découvert l'agilité. Le sujet m'a branché, on a eu quelques cours. Je suis passé chez un éditeur de logiciels. On a mis en place cette approche-là. J'étais chargé de la mettre en place en interne. Au début sur de l'Unified Process et puis sur du Scrum. Mais il y a eu un petit déclic. J'ai participé au Valtech Days. C'est la photo que vous voyez sur la droite en 2007, qui est encore une fois une vraie révélation pour moi, dans le sens où je me dis, voilà, il y a un truc à faire autour de toute cette démarche pour améliorer le produit, pour améliorer la qualité à la fois des produits et des processus. Et puis, derrière, j'ai lancé le blog Quality Street. Maintenant, ça fait plus de 17 ans que je travaille sur ce sujet-là, à publier régulièrement, un peu moins maintenant, j'avoue, des sujets autour de ces sujets, enfin, autour de ces questions de l'agilité, de l'orga produit, maintenant, beaucoup, du coaching, etc., etc., etc. Et puis, j'ai publié un livre en 2018 où j'ai essayé justement de capitaliser ce que j'ai appris durant cette décennie d'accompagnement. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que c'est pour ça que mon camarade Greg Lodchins, qui est à côté chez Valtech, enfin qui est un ancien de Valtech aussi pour en témoigner, j'ai démarré avec lui en fait. Donc j'ai plus d'une décennie de transformation agile en France à l'international, à mettre en place du Scrum, du Kanban, à l'échelle ou pas à l'échelle, etc., avec du less ou avec du safe, avec quand même cette petite lacune où, durant toute cette décennie de transformation agile, toutes les transfos naissaient dans l'IT. Enfin, voilà, on était vraiment sur de la transformation d'agilité. Alors au début, c'était une équipe, au début 2007, 2008, 2009. Puis après, on est monté à l'échelle du département ou du programme. Et puis de plus en plus, on est monté un peu plus haut. Mais dans tous les cas, ça restait vraiment cantonné à un département IT et une division IT. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement depuis quelques années, donc c'est pour ça que cette thématique de l'orga produit me parle beaucoup, parce qu'elle justement, elle nous permet de concilier ces 3 sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. 1, l'organisation, c'est par là que j'ai démarré, effectivement, dans sa dimension structurelle, dans sa dimension culturelle, la partie stratégie, la partie management, toute cette question-là qui est vraiment liée à une question d'organisation. Elle permet aussi de travailler sur la culture produit, donc mes premières amours. Encore une fois, vision produit, stratégie produit, toutes les activités de delivery, toutes les activités de discovery qui sont nécessaires pour la mise en place de ce type d'organisation. Et évidemment, elles nous font travailler sur l'ensemble, sur la culture agile. Donc mettre en place pour tout ça de la culture agile au sein de l'organisation et mettre en place notamment pour les modèles opérationnels un mode de delivery agile, que ce soit du Scrum, du Kanban, du Safe, peu importe, mais derrière, il y aura de l'agilité. Et la grosse résonance, en tout cas de mon point de vue depuis quelques années sur cette approche produit, c'est qu'elle nous permet de mixer tous ces sujets-là. En revanche, voilà, s'il manque un ingrédient, et on le verra un peu plus tard,
les choses ne pourront pas vraiment avancer. Donc vous aurez besoin, quand vous mettez en place une orga produit, de travailler à la fois sur de l'orga, à la fois sur du produit et à la fois sur de l'agile. C'est un petit peu la difficulté et la spécificité de ce modèle-là. Programme de cette session, assez simple. Les clés, l'ouverture, c'est ce que je viens de faire. Partie 1, qu'est-ce qu'une organisation produit? Encore une fois, démystifier un petit peu le concept, vous donner quelques clés par rapport à ça. La deuxième partie, plutôt orientée, comment on se lance, comment réussir à se lancer, et puis aussi vous montrer que, encore une fois, je fais une présentation maintenant, mais il y a quelques années, j'étais à votre place et j'ai démarré aussi dans la difficulté, dans la douleur. Et puis, comment aller vers la performance. Il s'agit pour certains, notamment, qui ont déjà démarré, d'améliorer un petit peu le système et de rendre le système plus performant. Clôture et en bonus, du côté des managers, comment ça se passe? Il y a un vrai enjeu managérial autour de l'organisation produit. Je ne suis pas, pour être totalement transparent, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de le faire. On verra. Vous pouvez potentiellement me poser des questions autour de ce sujet-là. Ça pourra faire aussi l'objet d'une autre conférence. Comment un leader interagit ou se comporte dans une organisation orientée produit. On a des vraies variations, on parle de leadership agile dans cette logique-là. Bref, le bonus si on a le temps. Ok, donc les clés pour comprendre. Partie 1. Alors, j'entends souvent, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vous dites aussi, l'organisation produit, c'est que pour les startups ou les boîtes de la tech. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? J'entends des non. Ok. Non. Ok, c'est intéressant. C'est plus naturel. Ok, effectivement, moins naturel. Effectivement, le mode produit dans une startup et le mode, on verra la définition du produit, mais le mode produit dans une startup est le plus naturel. La startup se construit autour du produit, autour de sa niche, autour de sa cible. Donc c'est normal que ce soit entre guillemets plus naturel et plus facile au niveau d'une startup. Vous dites non, mais j'avoue que moi, je le croyais aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai eu cette croyance de me dire qu'effectivement, c'est que pour les boîtes de la tech, ce n'est pas pour les autres entreprises. Premièrement, parce que, je vous en parlais, toutes les transformations agiles dans lesquelles j'avais été impliqué pendant une dizaine d'années, voire un peu plus, étaient vraiment très centrées sur l'IT, avec des difficultés, plus ou moins, pour embarquer les métiers à cette époque-là. Ce n'était pas toujours simple. Alors oui, on a eu quelques initiatives côté RH, d'où un des bouquins que j'ai publié, côté marketing, oui, mais ça restait vraiment à la marge. Donc le gros des sujets se faisait vraiment côté IT. Deuxième source qui alimentait cette croyance-là, les retours d'expérience que j'ai utilisés pour mon livre étaient vraiment dans la tech. C'est-à-dire qu'après, je parlais de Spotify, évidemment comme tout le monde, je parlais de Blablacar, d'Evaneos, de Zalando, toutes ces boîtes-là qui sont vraiment lancées dans une démarche plutôt orientée produit à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de leur organisation. Fondamentalement, c'était toutes des boîtes de la tech. Troisième élément, les premières choses, les premières initiatives et les premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé quand je me suis mis à mon compte, quand je suis sorti de Valtech en 2016, c'était encore une fois, alors, pas des startups parce qu'elles n'avaient pas forcément le budget pour se lancer dans ce truc, puis c'était plutôt naturel, mais plutôt des scale-up, encore une fois, de la tech. Donc toujours de la tech, de la tech, de la tech. Et puis, on va dire, en 2019, juste avant le Covid, j'ai commencé à travailler avec les grosses structures, les grandes entreprises, côté finance et côté luxe. Et je me suis dit, mais en fait, non, comme vous maintenant, on peut mettre en place une orga produit dans une grosse structure. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Dès lors que certaines conditions minimales sont réunies et dès lors, évidemment, que tout le monde va jouer le jeu, à la fois IT et métier. Alors, qu'est-ce qu'une organisation de produit? Petite définition, encore une fois, c'est la mienne, après elle s'articule aussi autour de lecture et de pas mal d'expérimentation. Une organisation produit est une entreprise qui choisit d'adopter, de se structurer, ça c'est important, et d'opérer dans un mode produit de manière holistique pour l'ensemble de ses activités. Donc là, on sort du champ du produit, on va vraiment taper d'une certaine manière dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Une organisation de produit, c'est ça. Elle a 5 caractéristiques principales. La première, on l'a vu avec l'étude de Forrester, elle est centrée sur le client. L'obsession du client, ce n'est pas une blague. Quand on parle d'organisation orientée produit, elle est définitivement toujours
centré sur son client. Ce que veut le client, ce qu'il attend, enfin ce que son client attend, les problèmes qu'il doit résoudre, etc. Donc une entreprise qui est vraiment centrée et à l'écoute de son client, de son marché. Deuxième, c'est toujours le débat, deuxième caractéristique, toujours le débat entre output et outcome, elle est orientée résultat. Alors c'est très lié à la question de la valeur qu'on va voir juste après, mais elle cherche avant tout à livrer, à proposer des résultats à ses clients. Donc output non, outcome oui. Troisième caractéristique, elle est pilotée par la valeur, ce qui signifie évidemment se mettre d'accord sur la question de la valeur. Qu'est-ce que la valeur dans votre organisation? Et ça, déjà, on met déjà un bout de temps pour s'aligner autour de, OK, chez nous, qu'est-ce que la valeur? Quels sont les attributs de la valeur? Qu'est-ce qui nous permettra de dire que ça a de la valeur pour notre client? Donc, 3 premières caractéristiques. Et évidemment, elle est structurée autour des produits. Et puis, elle est soutenue par la technologie. La technologie est partout. Donc, une orga produit, elle est très liée à la technologie qu'elle embarque. Donc, voilà une définition. Voilà 5 caractéristiques principales. Et encore une fois, qui nous montrent ces 3 dimensions clés d'une orga produit. L'orga, le produit et l'agile. Si vous faites que l'orga, comme certains cabinets le font, ça ne marche pas. Si vous travaillez que sur la stratégie, que sur le management, que sur la structure, non, ce n'est pas suffisant. C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Et on a aussi sur le côté produit la même chose. Si vous mettez en place du product management, vous travaillez vraiment à fond sur le produit, mais vous oubliez l'orga, vous oubliez la structure et vous oubliez l'agilité, ça va foirer, ça ne marchera pas non plus. Et le dernier élément, l'agile, pour mettre en musique. Et encore une fois, si vous oubliez l'agilité, la culture agile pour l'ensemble de l'organisation, les modèles opérationnels pour les équipes de delivery, ça ne marchera pas. Et c'est, encore une fois, j'insiste sur ce point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la spécificité, la plus grande spécificité d'une orga produit. C'est de travailler à la fois de manière holistique sur ces 3 dimensions. Et donc, c'est hyper difficile et hyper challenging. Ce qui explique pourquoi vous n'êtes peut-être que 2-3 personnes à être vraiment dans l'amélioration du système et dans la performance. C'est hyper difficile. Alors, justement, ces expériences, moi, elles m'ont fait grandir. Alors, encore une fois, parfois à mes dépens, mais j'ai identifié quelques conditions minimales pour qu'on puisse démarrer dans les grands groupes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le mode produit, pas dans une start-up, mais vraiment dans les grandes structures, dans les grandes entreprises. J'ai identifié, par rapport à ça, quelques conditions minimales. Je vais déjà vous les partager, vous me direz si ça résonne chez vous aussi. L'étincelle du leader. On verra que sans le leader, on ne peut pas faire grand-chose. Donc un leader engagé dans cette transformation de produit. Deuxième élément, l'alignement sur le pourquoi. Pourquoi on fait les choses? En quoi c'est important? On va les détailler ensuite. Une définition commune de ce qu'est le produit. Donc ça va concourir aussi à démystifier les concepts. C'est quoi un produit pour votre organisation et que toute l'organisation soit vraiment alignée autour de cette même définition. Et enfin, par rapport à cette logique de transformation, une vision globale et cohérente, mais on verra aussi une logique de petits pas. Parce que, encore une fois, les choses dans ces grandes structures, que vous connaissez, je pense, prennent énormément de temps, malheureusement. L'étincelle du leader. Soyons clairs, encore une fois, sans le leader, rien ne se passe, rien ne peut se passer et surtout rien ne peut durer sur le long terme. Donc on s'attend, en tout cas moi je m'attends à ce que les leaders, je parle encore une fois des leaders à tous les niveaux de l'organisation, du plus haut niveau jusqu'à vraiment sur des niveaux intermédiaires, on s'attend à ce que voilà, les leaders incarnent cette question de l'organisation produit, parlent d'organisation produit et qu'ils aillent défendre ça. Donc il nous faut la flamme, la petite étincelle, un éveil personnel autour de cette question, dire ok, moi en tant que leader, je réalise que ce sujet-là est important. Et notamment dans les grosses structures, et notamment encore une fois francophones, l'impact du leadership est extrêmement fort. Si votre leader n'est pas impliqué, n'est pas engagé, encore une fois, au plus haut, ça va avoir du mal à descendre. Alors oui, on nous dit toujours les transformations agiles, voilà, top-down, bottom-up, la vérité entre les deux. On a besoin du top, on a besoin d'une incarnation de l'agilité du mode produit vraiment forte au niveau du top management. Non seulement on a besoin de l'étincelle, mais on a aussi besoin que ces leaders, j'ai envie de dire, portent la flamme de l'orga produit sur le long terme, parce qu'encore une fois, ces sujets-là vont prendre un petit peu de temps.
Encore une fois, ça prend du temps, il y aura des obstacles. Et la vraie difficulté, notamment pour les leaders, c'est de les garder et qu'ils restent engagés tout le long et qu'ils puissent aussi, avec les équipes, surmonter les obstacles qui naturellement vont apparaître. Et il y a, vous le savez, je pense pour beaucoup qui est déjà un petit peu dans cette logique-là, énormément d'obstacles sur ce chemin, sur cette vision qu'on a d'une organisation produit dans notre regard. Et donc, on attend à ce que les leaders soient vraiment présents pour aider à surmonter les obstacles, montrer sa communication, voilà, montrer son engagement. Donc, premier point, une étincelle nécessaire chez le leader. Deuxième point, un alignement sur le pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Donc ça c'est lié effectivement avec le premier point. Il va s'agir de travailler sur deux axes. Un, pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui nécessite de changer? Pourquoi c'est important de changer? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre organisation? Pourquoi on y va? En fait, le pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'encore une fois, derrière, ça va déclencher des moyens, ça va nécessiter de temps et de l'énergie. Donc une véritable réflexion sur, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a gagné? Tout simplement par rapport à cette transformation. Qu'est-ce qui coince actuellement qu'on souhaite améliorer? Donc une vraie réflexion nourrie sur pourquoi on fait les choses. Et le deuxième axe, évidemment, c'est une fois qu'on a défini pourquoi on le fait, OK, mais vers où on va? Quelle est la vision de cette transformation? Avec évidemment une vision globale, j'y reviendrai sur la vision cohérente, une logique de transformation, des indicateurs de succès, même si on sait que la cible n'est pas toujours ultra précise, l'idée c'est quand même de s'engager sur un travail de vision. Donc, pourquoi on fait les choses et le travail de vision. Donc ça peut prendre, selon la taille des organisations, un petit peu de temps aussi. Si vous êtes dans la mise en place d'une orga produit à l'échelle d'une division, c'est un peu plus simple, on va dire. Vous rassemblez le bon nombre de personnes, vous êtes dans une logique collaborative, collective, et ça peut se dérouler en quelques ateliers. Quand vous êtes vraiment sur une grosse organisation de plus de 10 000 personnes, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'enjeu collectif est essentiel. Plus ce sera collectif, mieux ce sera. Troisième point, toujours encore une fois dans l'idée, vous repartiez avec quelque chose aussi de concret, des éléments de définition, une définition commune du produit. Donc ça, c'est la définition que je donne. Un produit est quelque chose, voilà, de physique, digital ou service. Le point important, source de valeur pour des clients ou des utilisateurs. La valeur pour le client, c'est vraiment le fondamental du produit. Alors oui, un produit est lié à des applications, parce qu'on travaille dans l'IT, il y a toujours des applications derrière un produit. Il est potentiellement lié à des business capabilities, des capacités d'entreprise. Oui, maintenant le cœur du produit, ça va rester la valeur pour le client. Et on revient toujours pareil sur la même chose, l'obsession pour le client, centré sur le client, piloté par la valeur. Le produit est source de valeur pour des clients et ou des utilisateurs. J'aime bien aussi la définition de Mélissa Perry, une spécialiste du product management, qui donne voilà, le produit est le véhicule qui donne de la valeur au client. Un véhicule de valeur pour le client. Encore une fois, on revient vraiment sur ces deux éléments clés. Donc moi, je vous encourage à partir sur cette définition, ou plus ou moins voilà, sur cette notion de valeur pour les utilisateurs. C'est vraiment le point clé, le point fondamental, et donc d'aligner toute votre organisation autour de cette question-là. Quatrième condition minimale pour que les choses avancent, voir grand, large et cohérent. Donc c'est ce travail de vision, encore une fois, qui va s'affiner au fur et à mesure et qu'on va travailler, qu'on va peaufiner. Penser grand, voir petit et évidemment commencer petit. Et vraiment, c'est vraiment cette stratégie des petits pas qui, dans les grandes entreprises, enfin, je pense que vous le savez aussi bien que moi, est nécessaire, voire indispensable. On ne peut procéder que par petits pas. C'est vraiment cette logique de gagner des territoires. Alors oui, on peut avoir, et encore une fois, on a souvent le soutien du top management pour cette question-là. Maintenant, on ne peut pas tout faire en même temps. Ces grosses entreprises sont tellement grandes, enfin après c'est mon point de vue, qu'on ne peut y aller que par division par division, département par département, territoire par territoire. Et on avance, tout en gardant effectivement un cadre cohérent par rapport à cette transformation, une vision cohérente, un backlog d'amélioration, de transformation, des indicateurs de succès, un modèle opérationnel agile cohérent et commun à tous, mais à l'intérieur, petit pas par petit pas. Là, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, donc en Suisse, ça fait 2 ans que j'y suis et on est division par division. D'abord, c'était la prod, après on était sur la Digital Factory, et là on commence à attaquer finance. On y va vraiment petit pas par petit pas,
avec des succès, donc ça tombe bien, donc voilà, ça nourrit aussi, voilà, la transformation aussi se nourrit de ces succès, mais voilà, on est obligé d'avancer comme ça, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'a pas la même envie, évidemment, et puis voilà, on a aussi parfois des contextes qui s'y prêtent et d'autres qui s'y prêtent un peu moins. Donc la clé par rapport à la mise en place d'orgas produits dans les grosses structures, c'est vraiment penser grand, toujours avec un modèle opérationnel assez large, une vision, des indicateurs de succès, une implication de tout le monde et y aller petit à petit, toujours. C'est clair pour vous? Ouais. Alors après les startups, j'entends souvent, ouais mais ok, l'orga produit c'est que pour le digital. Ça c'est souvent ce que j'entends aussi. Et ma réponse, c'était peut-être vrai il y a quelques temps, il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, la technologie, elle est partout. La technologie, elle est omniprésente. Tous les métiers, tous les produits sont impactés. Donc, on va fabriquer des montres. En l'occurrence, chez mon client actuel, on fabrique des montres. On se sert de la technologie pour fabriquer des montres, pour fabriquer des voitures, pour piloter la stratégie d'entreprise sur le côté finance, pour lancer des campagnes marketing, pour gérer la supply chain de sac à main, pour gérer les ressources humaines. Enfin, on s'en sert partout. Tous les métiers, tout le monde est impacté. Donc, se dire qu'en gros, une orga produit, c'est que pour le digital, okay, c'était encore une fois valable il y a quelques années, c'est plus du tout valable maintenant. On est vraiment dans cette logique d'omniprésence de la technologie dans tous nos produits, dans tous nos domaines. Avec en plus une frontière entre le monde physique et virtuel qui a tendance à s'estomper. C'est-à-dire que maintenant, voilà, vous allez commander un déjeuner sur Uber Eats, vous allez commander une voiture sur Uber, vous allez prendre rendez-vous chez le médecin via Doctolib, prendre rendez-vous chez le coiffeur via une application, suivre votre colis, l'avancée de votre colis sur votre téléphone via Amazon. Enfin bref, notre quotidien est impacté fortement par la technologie. Et c'est aussi vrai dans les grandes entreprises. Donc, la fausse croyance de c'est pour le digital, voilà, elle a tendance vraiment à s'effacer. J'entends aussi, voilà, ok, vous parlez de produits, mais chez nous, on ne fait que des projets. On n'est que projet, on est une organe, on a une grosse organisation, on n'a que des projets. On n'a pas de produits, on n'a que des projets. On est 100% projet. Qui, dans cette salle, travaille sur des projets, encore actuellement? Ouais, beaucoup. Vous pouvez lever la main, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Quand j'arrive dans une organisation, notamment dans ces grosses structures, c'est du 100% projet. Enfin, je veux dire, soyons clairs. Avant d'avoir cette étincelle, on est sur une logique de 90% de projet, 100% de projet. Le mode projet est le modèle par défaut d'énormément d'organisations, de grosses structures. Encore une fois, on n'est pas sur une start-up qui est orientée autour de son produit, voire une scale-up. On est sur des grosses structures qui sont fondamentalement très marquées dans notre monde francophone. Et je parle encore une fois France, Suisse, Belgique. Par l'univers projet. Et c'est OK, d'une certaine manière. C'est OK. Le message que j'aimerais aussi vous faire passer sur cette conférence, c'est que l'idée de l'orga produit, ce n'est pas de nier l'existence des projets. Encore une fois. Alors oui, l'idée, c'est d'aller plutôt vers le carré de droite. Le mode produit, donc des produits qui sont plutôt menés en agile. Maintenant, encore une fois, les projets font sens dans énormément de contextes. D'une part, ça fait sens. Là, je vous ai mis la définition du projet, mais bon, vous savez, je pense que vous connaissez aussi bien que moi la définition du projet, et surtout ce qui va la différencier du produit, notamment sur cette question de le fameux triangle, le coût, le périmètre, le délai, qui sont plutôt bloqués dans une logique projet, et qui sont moins bloqués dans une logique produit, par exemple, entre autres. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'accepter, d'accueillir ces projets dans l'organisation, d'aller vers plus de produits, de passer par exemple de le fameux 80-20 à 80 projets, 20 produits à l'inverse, donc une vraie tendance pour aller vers un produit marqué, une orga produit marqué dans l'ensemble de l'entreprise, tout en reconnaissant l'existence et l'utilité des projets dans les contextes qui s'y prêtent. Vous voulez réaliser un POC sur un sujet déterminé, une équipe produit ne peut pas s'en charger, ok, bah vous faites ça en mode projet, et c'est ok. L'ouverture de boutique, pour avoir travaillé encore une fois dans le luxe, l'ouverture de boutique, bah, c'est plus facile de le faire en mode projet. On a énormément de contextes où le mode projet, y compris projet non agile, peut-être que certains vont bondir de leur chaise,
est tout à fait OK dans les contextes qui s'y prêtent. Votre périmètre est bien figé, votre partenaire connaît bien son sujet, c'est un partenaire potentiellement même externe qui doit faire la chose, OK, bah pourquoi pas le faire en projet? Si tout est vraiment bien délimité, les contours du projet sont délimités, peu de zones d'incertitude, bah OK, pourquoi pas le projet? Donc voilà, l'idée c'est de garder en tête que ces modèles sont possibles dans une organisation produit. Et que ce pilotage, et notamment ce fameux vivre ensemble, va s'opérer via un truc auquel je crois beaucoup, le Lean Portfolio Management. Mais pas simplement sur des sujets épiques de produits, mais un Lean Portfolio Management hybride qui va embarquer, qui va piloter des initiatives de type épique pour des produits et qui peut aussi travailler sur des initiatives de type projet. Voilà. Donc voilà, un Lean Portfolio Management hybride, projet et produit, et surtout voilà, la coexistence, encore une fois dans ces grosses structures, de ces différents modèles. Tout à fait acceptable. Oui. Allez-y, pas beaucoup, mais oui. On va être pressé par le temps. Ouais. C'est dans des contextes, là j'essaie de faire générique, dans des contextes qui ne sont pas forcément liés à nos organisations. Là, vous avez des produits qui existent, qui sont déjà manufacturés et qui sont naturellement hors agilité, dans une logique de production classique, voire dans du bâtiment qui sont vraiment sur des gros sujets, des gros chantiers qui sont vraiment dans une logique pure, voilà, non agile d'une certaine manière. J'essaie d'avoir une vue générique de tous les cas. Pour moi, il y en a 4, il y en a peut-être d'autres, hein, mais cas possibles, donc agile, non agile, produit, non produit, au travers de cette matrice-là. Mais effectivement, par rapport à ce que vous dites, nos organisations produits vont plutôt être concernées par les produits en agile, projets agiles et projets non agiles, principalement. Partie 2. Comment se lancer? C'est bon pour la partie 1? Oui, pas d'autres questions? Non? Allez. Nous ne savons pas par quoi commencer. Alors, c'est peut-être l'une de vos questions. OK, il nous reste un temps court, donc je vais faire vite. J'étais un peu dans la même situation. C'était il y a quelques années, le secteur du luxe, donc un secteur en hyper-croissance à l'époque. Hyper-croissance, de gros enjeux, une volonté voilà, de l'ouverture des boutiques de tous les côtés, de l'innovation, on parle data, on parle Chine, on parle de plein de sujets. Et une grosse pression sur le lancement de ce mode produit, de cette organisation produit, notamment lié à des enjeux de maîtrise et des enjeux de croissance qui étaient extrêmement forts à l'époque. Et puis au détour voilà, j'étais en mission, là, enfin, je passe un entretien pour cette mission-là, puis au détour d'une petite phrase, la personne me dit, voilà, écoute, on a 42 produits à lancer dans les prochains mois. Donc j'avoue que j'étais un peu comme vous peut-être, dire mais ok, c'est super, j'ai vraiment eu peur, et je me dis mais comment on va faire? Comment on va faire? Par quoi on va commencer? Et puis voilà, j'ai pris connaissance du contexte, j'ai commencé à avancer, j'ai questionné effectivement la valeur, l'effort et la faisabilité de certains de ces produits qui étaient identifiés sur une map produit. Je me suis rendu compte qu'évidemment, tout le monde n'avait pas la même envie, tout le monde n'était pas prêt, tout le monde n'était pas au même niveau. Et donc finalement, j'ai pu perfectionner l'approche et on a mis en place une démarche de déploiement de ces produits-là. Et les produits qui devaient être lancés, il n'y a pas eu 42 produits au final, mais les produits qui devaient être lancés se sont lancés. Bon, ça ne s'est pas fait dans les tout prochains mois. On a pris un peu plus de temps, mais finalement, tout ce qui devait être lancé a été lancé. Alors, j'ai vraiment pataugé, c'était vraiment difficile. Mais j'ai beaucoup appris et j'ai justement pu perfectionner cette approche de déploiement que je vais vous partager maintenant, avec une nouvelle approche et un plan, on va dire, efficace pour lancer, pour se mettre dans cette dynamique de lancement des produits sur l'axe structure, je précise bien. OK. L'idée, c'est d'introduire vraiment du génératif par rapport à notre approche. Donc là, je parle de la partie structure, lancement des produits. Quand vous êtes dans une logique, par exemple, de transformation agile, vous allez attaquer d'autres axes. Il n'y a pas simplement l'axe structure, vous allez travailler sur la culture, bien évidemment, sur les people, sur la stratégie, la gouvernance, les méthodes et les outils. On est d'accord. On a différents axes de transformation. Là, je vous parle vraiment, je mets vraiment la focale sur la partie structure, lancement, déploiement de nos produits dans les grosses organisations. Encore une fois, à l'échelle d'un département ou à l'échelle d'une division, voire à l'échelle de l'entreprise, carrément. Une démarche assez simple, en 3 temps. Moi, j'ai introduit du génératif. Pour ceux qui sont familiers de l'approche Disney, c'est effectivement les 3 approches de la créativité de chez Disney, hein. Le rêveur, le critique et le réaliste. Alors,
très efficace dans des ateliers de créativité, ou en prestation notamment, mais tout à fait pertinent dans une démarche aussi de lancement des produits. Le premier temps, le temps zéro d'une certaine manière, c'est un petit peu le point que j'évoquais autour de tout à l'heure sur la question du pourquoi. Qu'est-ce qui a gagné? Donc vraiment, il y a un travail. Imaginons que vous voulez lancer une démarche produit au sein d'une grande division. Il y a vraiment un travail sur 2, 3 ateliers pour aligner tout le monde sur OK, pourquoi on fait les choses, quelle est notre intention par rapport à la mise en place de cet orga produit. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, on laisse aller, on ouvre le champ des possibles, on laisse parler un petit peu notre créativité, c'est la partie, le côté rêveur, et on va explorer notre map produit. Alors, future map produit, mais qui se base évidemment sur de l'existant. Je vous donnerai juste après des clés et mes points de départ par rapport à cette exploration de la map produit, comment je procède avec mes clients. Maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je procède de cette manière-là, et c'est vraiment très efficace. L'idée, on explore, on travaille encore une fois sur une série d'ateliers. On va aboutir à une liste de produits candidats. Donc, j'ai fait le travail il y a 2 semaines avec une entité, notamment finance, en Suisse. On a abouti à peu près à 6 produits candidats, théoriques. Encore une fois, qui peuvent être des produits, mais dont on n'est pas sûr qu'ils seront des produits. Et c'est justement là la partie critique, où il va s'agir de cadrer, de s'assurer que ces produits candidats seront viables d'un point de vue produit. Alors, c'est pour ça que je travaille avec le Product Vision Board que vous voyez ici, de Roman Pichler, qui est ultra intéressant pour établir une vision d'un produit. La question que je me pose ici, c'est de savoir, okay, est-ce que mon produit tient la route d'un point de vue produit, d'un point de vue client, d'un point de vue valeur? Ensuite, on s'assure de la viabilité organisationnelle du produit en termes de charge. Encore une fois, si l'objectif c'est de faire un produit sur le moyen terme ou sur le long terme, si on s'aperçoit qu'on a juste 20 jours hommes de travail sur l'année, ok, c'est quelque chose à faire, mais ce n'est pas forcément un produit. Donc il y a vraiment une maille assez critique pour s'assurer qu'on est vraiment dans une logique que ce produit candidat est bel et bien un produit. Et une fois qu'on s'est assuré que ce produit était véritablement un produit, on rentre dans la logique de déploiement de ce produit sur trois dimensions. La structure, encore une fois, la partie produit et la partie agilité, avec à la fois des conditions de prêt. Le but du jeu, c'est qu'on ne démarre le lancement d'un produit que les conditions sont là. Donc, par exemple, sur la partie structure, je dois avoir un product owner. Si je n'ai pas de product owner, je ne démarre pas. Si je n'ai pas de vision produit sur la partie produit, je ne démarre pas. Si je n'ai pas défini un minimum de cadre de modèle opérationnel, je ne démarre pas. Et après, on peut rentrer dans une logique de préparation à ce kick-off et on lance le produit. Et après, il y a un suivi post-kick-off pour s'assurer, notamment sur les parties produits et sur les parties agiles, qu'on va vers la maturité. Donc, démarche d'ensemble. Plus précisément, je sais qu'il reste très peu de temps, une dizaine de minutes, un peu plus, un peu moins. Mes points de départ par rapport à l'exploration de la map produit. J'ai 2 points de départ. Un, la chaîne de valeur, donc une séquence d'activités pour livrer de la valeur à un client, donc plutôt une vision externe. Là, c'est l'atelier que j'ai fait sur la partie, je procède sur la partie gauche, donc une chaîne de valeur, et à partir de là, on va construire la map produit autour de la chaîne de valeur en réduisant au maximum les dépendances. Deuxième point d'entrée, la Business Capability Map, capacité d'entreprise. Donc là, c'est plutôt un point de vue interne, un point de vue plutôt architecture d'entreprise. Pour ceux qui sont familiers de l'approche, c'est plutôt de niveau 3 et niveau 4 qui sont pertinents à cette approche-là. Et toujours ce même travail d'optimisation de l'efficience, de réduction des dépendances et de mise en place, d'alignement des applications, des systèmes, des people, métiers IT autour de ces regroupements produits. Donc 2 points d'entrée, chaîne de valeur, BCM. Ok, organisation trop grosse pour pouvoir s'adapter. Hop là, on est leader, il ne peut rien nous arriver. Bon, je pense que voilà, vous avez tous entendu parler, on a tous des exemples, je ne vais pas forcément insister là-dessus, sur pas mal d'entreprises qui étaient leaders de leur marché et puis qui finalement ont explosé. Je parlais de mon expérience du conseil. Moi, j'étais chez Arthur Andersen quand l'affaire Enron a éclaté en 2001, 2002. Et bien, j'ai perdu mon job. Donc, Arthur Andersen, c'était un Big Five. À l'époque où ça a explosé, était démantelé, c'était 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et en espace d'1 an, la boîte, qui était née en 1913, je crois, a été démantelée. Donc toutes les boîtes, on a beaucoup d'exemples, je vais vous en citer quelques-uns, mais Blockbuster, qui a été dépassé par Netflix, on connaît tous Kodak, on connaît tous Polaroid, qui n'ont pas vu le virage numérique. La Panam, BlackBerry, on a Lehman Brothers, on a énormément d'exemples qui nous montrent que l'adaptation est nécessaire et que notamment, alors, au travers potentiellement du mode produit, mais que, encore une fois, ne pas se remettre en question peut conduire à la perte.
Allez, j'accélère un petit peu. Comment avoir une organisation produit performante? Ça intéressait au moins quelques personnes, 3-4 personnes. Je vais faire vite. Alors, nos métiers ne sont pas prêts à s'engager. Je pense qu'encore une fois, on est encore une fois, de plus en plus sur des métiers maintenant qui veulent s'engager. Je passe très vite, encore une fois, mais ce que j'observe depuis 2-3 ans, c'est qu'on a des métiers qui sont hyper engagés sur cette question de l'orga produit, qui maîtrisent les choses, qui ont envie d'avancer, qui veulent endosser des rôles de product owner, de business owner, et qui financent même ce nouveau mode d'organisation. Les éléments pour performer. Allez, il y en a 5. On va les passer rapidement. 1. Se performer sur le champ du product management. Indispensable. Ça, c'est l'axe produit, c'est l'organisation produit. Là, je vous ai donné le framework de Roman Pichler, qui est intéressant. Maintenant, il y en a d'autres. Évidemment, ce framework, il est adaptable à vos contextes d'entreprise. L'idée principale, c'est de sortir du product owner, si vous avez des product owners, qui ne gèrent son product backlog qu'à court terme. L'idée, c'est de faire grandir vos product owners sur la discipline, sur le métier de product manager, sur la question de la stratégie, sur la question de la vision, sur la question de la roadmap, sur toutes ces questions-là. Donc, aller plus loin, s'amplifier en tant que product owner et aller vers plus de product management. Ça, c'est un point fondamental si on veut aller vers une orga produit. Deuxième point, l'illusion de l'unique framework. Par exemple, faire du tout en safe. On veut gérer un seul pour tout. Un framework safe pour tout, ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'avoir un florilège de tout, de ces différents cadres de travail et d'adapter. À la prod, c'est un gros système, un gros programme, on pourra mettre du safe. On a un train e-commerce, safe, et c'est OK, c'est très bien, on peut mettre en place du less. Maintenant, l'idée, c'est qu'on a des contextes produits où le Scrum ou Kanban est beaucoup plus approprié que tout le reste. Et donc, c'est OK de faire avec. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête, d'un point de vue modèle opérationnel, d'avoir tous ces cadres à notre service et de l'utiliser à bon escient. En revanche, un seul pour tout, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Le pilotage par la valeur et l'ultimérité, j'en parlais tout à l'heure, c'est la caractéristique principale d'une orga produit, on pilote par la valeur. Je crois beaucoup au Lean Portfolio Management hybride. Je vous ai mis l'exemple d'un flux, d'un Kanban portfolio par exemple. Là, c'est la couche safe, par exemple, qui est ultra pertinente. Pour le coup, là, j'admire Safe sur le boulot qu'ils ont fait sur cette couche-là. C'est vraiment, vraiment parfait. Cette couche, encore une fois, pour gérer le flux d'initiatives, à la fois projet, à la fois épique, tout au long. Le point central, encore une fois, pilotage par la valeur, ça va être se mettre d'accord sur ce qu'est la valeur. Donc là, vous avez un exemple, encore une fois, de critères et d'attributs de la valeur. L'alignement sur la valeur, ça prend un temps fou. Un temps fou. On a mis, encore une fois, dans le contexte dans lequel j'opère actuellement, à peu près 6 mois pour se mettre d'accord, tous ensemble, sur qu'est-ce que la valeur dans notre contexte. C'est quoi les attributs? OK, rentabilité, gain utilisateur, bref, se mettre d'accord sur ces attributs. Et après, comment on va calculer la valeur. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est tous alignés, là, on peut avancer et après piloter nos initiatives, en premier lieu par la valeur, mais aussi avec d'autres éléments, évidemment. J'ai une logique de flux, encore une fois, je ne prends quelque chose en cours de développement que si j'ai de la place, que si l'effort est bien mesuré. Bref, il y a quand même cette logique de gestion du portefeuille. Mais ça, c'est quelque chose d'indispensable. Oui, je me dépêche, on doit terminer. Les OKR pour aligner, évidemment. Je pense que c'est toujours lié avec toujours ce double cycle annuel et trimestriel qui est ultra efficace pour, encore une fois, aligner des objectifs d'entreprise au delivery, à l'opérationnel. Donc, je vous incite vraiment à opérer avec une approche OKR. Et puis, pour terminer, des indicateurs pour rassurer et progresser. Évidemment, je ne peux améliorer que ce que je mesure. Donc, encore une fois, il y a mauvaise presse autour des indicateurs. Mais encore une fois, c'est juste, les indicateurs sont indispensables. À la maille trimestrielle, à la maille du sprint, l'idée, c'est de donner de la visibilité, de la transparence sur ce qu'on fait, à la fois en termes pour le management, puis après du côté des équipes. Pour, encore une fois, s'améliorer. L'intention, ça reste toujours l'amélioration. On parlait d'amélioration tout à l'heure. L'intention, c'est de s'améliorer. Là, c'est les quelques indicateurs qui me semblent indispensables quand vous avancez dans une orga produit. Évidemment, la satisfaction client, la satisfaction des équipes, l'atteinte des objectifs à la maille sprint ou à la maille trimestrielle, l'atteinte des key results, des KR liés à nos objectifs, la contribution aux enjeux stratégiques, ce qui implique que vous ayez évidemment défini des enjeux stratégiques,
Et derrière, en quoi mon équipe, mon produit va contribuer aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Évidemment, une répartition du travail. L'équipe ne travaille pas forcément que sur des éléments à fort enjeu. Et puis derrière, évidemment, des indicateurs qualité, plus tous les indicateurs spécifiques que vous pouvez avoir pour votre produit, en bas. OK? Indicateur indispensable pour donner de la visibilité. Allez, je sais qu'Amina nous presse, que c'est terminé. Questions-réponses, si vous voulez. Merci beaucoup.